Bonjour. Je voulais revenir aussi sur le côté anticonstitutionnel parce que ça a été quand même une bonne surprise à un moment donné de voir que malgré l'opinion générale qui pensait que les milieux populaires n'étaient pas à même de s'en emparer, grâce au relais des collectifs citoyens qui s'étaient mis en place un peu partout, on a vu les gens lire et les gens voter en conscience du coup un référendum qui a été bafoué derrière. Donc voilà, il y a quand même eu un travail de fond de terrain et je pense que ce travail de terrain c'est peut-être aussi nécessaire au niveau des médias engagés, indépendants de gauche et de pouvoir diffuser de la même façon que les médias dominants diffusent relais par des documents relais par des journaux gratuits, leur presse, il y aurait peut-être la nécessité de faire de même avec des collectifs qui pourraient sélectionner des résumés d'articles, donner envie aux gens de replonger sur des articles. Enfin, là, c'est pour le coup un engagement bénévole de citoyens qui de la même façon que je suis convaincue, il faut quand même donner aux gens de lire autre chose, qui s'engageraient là-dessus, y compris déposer ça peut être sous la forme d'un format A3 replié qu'on déposerait dans les lycées, qu'on déposerait dans les cités, puisqu'ils ont France gratuite, pourquoi pas, un mélange d'articles résumés et soigneusement choisis qui donnerait envie de passer à autre chose. Il y a plusieurs questions. La première, on va peut-être répondre. T'attends, en plus, Ouais. c'est plus simple. Je suis impatient. Bonjour. Alors, je vais essayer de faire ma question le plus concis possible, mais bon, c'est un peu. Ça risque d'être profond. Vous parlez, ça part sur la notion de liberté que vous disiez tout à l'heure. Déjà, enfin, juste pour comprendre un peu la question, je suis libertaire d'essence, parce que dedans, voilà. Donc pour moi, si la liberté existe à fond, elle est praticable. Elle dépend que d'une chose, c'est là où va arriver ma question, c'est jusqu'à où on veut s'engager dans la société. Et donc, comme on voit à travers vos modèles de presse, j'ai été étonné quand je suis arrivé, que j'ai vu les présentations, j'avoue que je n'avais pas tout lu sur des clients. Donc, vos cas de presse qui sont très respectables, malgré tout, je pense qu'il manque quand même un média, c'est le média local. Alors pas comme dit ce matin, mais ce qui se faisait, ce qui se fait encore. Moi je suis charentais, j'habite de Cognac exactement, et en Poitou-Charentes, on en a au moins deux que je connais en local, qu'on fait sous forme de fanzine. Moi j'en fais un sur Cognac qui s'appelle Réseau, et il y en a un autre, qui s'appelle La Mouette Enragée, et qui sont plus sur le territoire. Et ces presses-là, en tout cas, presse, nous-mêmes, parce qu'on n'est pas des professionnels, on n'est même pas des pigistes, on le mérite d'avoir une liberté totale. Dès l'instant qu'on a une idée, on veut la véhiculer, qu'on se renseigne un peu, parce qu'on essaie quand même d'avoir un peu plus sérieux, on l'écrit, on l'imprime, on l'envoie. La question, si je parle de ça, c'est que je me pose une question. Dans vos 4 journaux respectifs, vous avez une ligne éditoriale. Cette ligne éditoriale, je suppose, c'est une question, elle doit être guidée aussi, comme vous l'avez précisé, excusez-moi, j'ai un problème avec le prénom de Politis, dépend aussi des lecteurs. C'est-à-dire que je me doute qu'il y a des choix éditoriaux qui sont faits en disant, ça, on ne va pas le mettre, parce qu'on va faire plus de lecteurs d'un côté que de l'autre, sans en arriver sur les choix, comme vous disiez tout à l'heure. Et là où on a un exemple clair, enfin moi j'ai vu un exemple clair, vous parliez des doubles journaux locaux qui sont dans les régions. En Poitou-Charentes, partie Poitou-Charentes, on a encore une chance, malgré qu'ils appartiennent même d'en avoir deux, sur le Charentine et le Sud-Ouest. Et on voit bien la déliquescence qui arrive justement par rapport à cette ligne éditoriale qui se fixe par rapport aux lecteurs qu'ils vont avoir. Et pour finir sur la liberté éditoriale, on voit qu'il y a, je voulais faire lien avec la presse militante, moi je pense réellement qu'une presse libre ne veut pas dire que c'est une presse qui a une ligne éditoriale militante, parce que là, on vous a en face de nous, vous êtes des militants, dans le Figaro, c'est une presse militante aussi. On a eu Nice Matin tout à l'heure comme exemple. Nice Matin, je ne connais pas bien le cas, mais après, si les journalistes de Nice Matin sont nés dans un endroit où ils défendent des idées droites, ils vont écrire des idées droites.
Mais par contre, si on veut une presse militante, c'est sûr qu'il faut une presse libre. Pour rebondir sur ce que vous disiez, monsieur, sur la décroissance, pour moi, oui, vous êtes une presse militante. Vous pouvez le faire parce que vous êtes une presse libre. Voilà. Je ne réponds pas à tous les points, juste il y en a un qui me titille un peu. Sur la ben, il y en a déjà pas mal. Sur la question qu'on a toujours le choix, ben, évidemment, on ne pense pas qu'il y ait un déterminisme absolu de l'acquis et que quelqu'un qui est passé par l'école pourra réfléchir, sinon on ne fera pas de journal. Par contre, il faut se méfier un peu de cette idéologie du self-made man ou de celui, comme celui qui se construit, qui a toujours le choix. C'est un peu l'arabe des banlieues qui a réussi. Vous voyez qu'on peut réussir, ben ça sert le système capitaliste. Donc, dans une société du spectacle où un enfant de 7 ans, on considère qu'il aura passé 1 an de temps éveillé devant la télévision, d'accord, il y a une liberté de choix, mais elle devient ténue si à côté de ça, il n'y a pas des sources alternatives d'information. Voilà, c'est juste ça que je voulais dire. Pour le local, répondre à la question du journal local, ben nous, par exemple, on traite des sujets locaux, on a fait un sujet sur la ZAD de Aaron chez nous et la question des prisons. Mais voilà, on a d'ailleurs mis une petite capsule ici sur le journal, on l'a appelé Journal belge mondial, parce que le belge c'est des rigolos. Et donc voilà, mais la question toujours évidemment, on peut faire du local, mais on ne doit pas faire trop local, parce qu'il faut que ça intéresse aussi tout le monde. On a quelques abonnés français, donc si on commence à faire que du local, mais je crois que il doit y avoir une complémentarité avec des journaux locaux, des petits journaux locaux. Juste pour répondre à votre question sur le modèle économique de Bastaman, donc pour le décrire rapidement, je l'ai dit au début de mon intervention sur le fait qu'en fait le soutien des lecteurs pour nous ça représente à peu près 44%, 43% de notre budget. Après on a des fondations qui nous pourvoient à hauteur de 35%, les subventions publiques notamment via des emplois aidés à hauteur de 12%. Et les prestations qui peuvent être faites par l'équipe à hauteur de 8%. Donc je ne sais pas si je réponds à votre question par rapport à ça. Sur le fait, sur la précarité des salariés, sur le fait que l'info se paye. Pour moi, c'est deux sujets différents. Effectivement, Mediapart ils ont fait le choix de faire payer l'information. Moi, j'expliquais au début de mon intervention aussi que pour nous, on souhaite que l'information elle soit accessible au plus grand nombre possible et c'est pas pour ça qu'elle est gratuite, donc on explique bien que l'information elle a un coût, mais on estime qu'on peut avoir un financement solidaire de l'information. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont plus d'argent que d'autres dans la société, tout le monde le sait, et donc certains peuvent payer pour que tout le monde ait accès à l'information. Ça nous semble défendable comme position. Après, la précarité des salariés, donc après ça dépend ce qu'on appelle aussi la précarité. Est-ce que c'est le salaire? Est-ce que c'est la régularité du travail? Est-ce que c'est l'absence de souffrance au travail due au fait que voilà, l'organisation elle peut être collégiale, participative, qu'on a de l'influence sur le contenu de notre travail, sur le salaire qu'on reçoit, sur les décisions qui sont prises. Donc, je pense que c'est un peu compliqué de répondre comme ça de but en blanc. Après, si votre question elle concerne plus les pigistes que l'équipe salariée, alors c'est sûr que nous on a des salaires qui sont moins élevés que ceux du Canard enchaîné par exemple, on prend les journalistes parmi les mieux payés de la place parisienne, mais dans la presse libre j'entends, mais et que les piges elles sont pas très bien payées par rapport au travail que ça demande sans doute, mais elles sont pas plus mal payées qu'ailleurs non plus, donc je sais pas non plus trop comment répondre à votre question. Voilà. Alors, notre modèle économique, nous, il a été évidemment bousculé par deux grands événements depuis l'existence de Politis. La première, c'est le prix d'indépendance. On peut aussi ajouter peut-être souvent des erreurs de gestion, mais passons. C'est le prix d'indépendance, c'est-à-dire on voudrait bien avoir juste 10% de plus d'abonnés, et puis on serait à l'équilibre économique. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est l'arrivée des médias électroniques. Aujourd'hui, un média, on ne peut pas juste dire on est juste un média papier parce qu'il
les gens cherchent, tout le monde cherche des politiques, c'est où est-ce qu'ils sont sites, etc. Voilà, les médias électroniques sont arrivés. Internet est né dans une sphère de gratuité qui a joué son rôle très important, puisque on pouvait dire, ben voilà, c'est pas si marchand que ça. Alors maintenant, aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est extrêmement nuancé. Mais enfin, toujours est-il que produire un média sur Internet au départ, en passant du papier, ben, les gens, ils ont l'habitude de trouver, de glaner l'information, et ben, ils ne payent pas sur Internet. Nous, on a 11 000 abonnés papier, on a 200 abonnés sur Internet. Alors, pour nous, c'est un vrai goulet d'étranglement parce que, avec les mêmes moyens de la même équipe, il faut faire 2 médias. Un média papier et puis être sur Internet. Parce que sur Internet, on ne met pas juste le PDF du journal, on produit des articles. Moi ici, là, tout de suite après, je vais aller envoyer des photos et des articles pour alimenter le blog Notre-Dame-des-Landes pendant tout le week-end avec 2 collègues qui sont là, peut-être pas très loin d'ailleurs. Bon, tout ça, c'est du boulot en plus. Alors, le modèle économique aujourd'hui, bah oui, le modèle économique de d'autres médias, de Politis, papier, Internet, etc., eh ben, il est fait beaucoup de militance. Alors ça frotte, hein, parce que les négociations qu'on a en interne, ben, c'est de dire, bon, ben, il faudrait quand même pousser un tout petit peu les salaires, ça fait tellement longtemps que... On est toujours au bord de cette précarité, et il y a une sorte de dialectique un peu fine entre l'équilibre économique global et puis ce que peuvent supporter une équipe qui est pratiquement toujours à fond. Comme dans la plupart des entreprises de services, les salaires représentent entre les 2 tiers et les 3 quarts du budget annuel. Hein, donc c'est ça. Donc rajouter, augmenter le salaire ou le montant de la pige, bah, tout de suite, boum, ça joue sur le gros poste. Alors voilà. Donc oui, il y a de la précarité. Cette précarité, on ne sait pas trop la régler autrement aujourd'hui qu'en espérant que on va sortir de cette phase-là. Il y a beaucoup de médias qui meurent, hein. Ça je pense que vous le savez, pour des raisons économiques, parce qu'il y a eu aussi des médias gratuits, il y a un certain nombre de facteurs qui jouent là-dessus. Moi je me dis, ceux qui arriveront à tenir, parce qu'on a un public, parce que ce qui nous fait vivre aussi, tout à l'heure Noël disait, on fait appel aux dons, on a des subventions, enfin on a un financement un peu participatif. Nous, notre financement participatif, jusqu'à présent, c'est tous les 10 ans, sonner le tocsin. Et les gens disent, ah, tu vas mourir, on vous donne. Alors, c'est violent, comme c'est rien d'y penser. Moi, je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 11 ans. Je ne voudrais pas que ce soit cette année, ni même l'année prochaine, tellement ça nous marque dans notre chair d'être dans cette extrémité-là. Alors, aussi, oui, le financement participatif, c'est une piste. Il y a comment dirais-je, il y a des petites institutions électroniques qui collectent de l'argent pour aider des médias comme nous et d'autres à financer des reportages. Il y a du financement participatif. C'est une piste intéressante et sincèrement c'est beaucoup mieux que de dire au secours, on est tous en train de mourir, ça ne va pas du tout. De temps en temps, demander de l'aide pour pouvoir faire telle ou telle chose, ça c'est quelque chose qui peut nous aider, nous, à... nos médias, le lien avec les autres aussi, je m'associe un peu ça, à s'approcher de ce fameux équilibre économique et de libérer la pression entre, puisque on est précaire économiquement globalement, et ben, le personnel aussi est précaire, se précarise. Ça, c'est insupportable parce qu'évidemment, on passe nos semaines à écrire des choses en disant ah, mais regardez les salariés de Conti, regardez Fra Libre, ah, il faut les défendre, tout ça, etc. Mais on dit, bah, les clients, on se marre, la conférence de rédaction, on dit, ouais, il faudrait peut-être aussi penser à nous. Mais voilà, on a cette solidarité collective qui fait que ça tient pour l'instant, mais on n'y est pas encore à ça. Donc, tout l'espoir que l'on caresse, c'est que cette grande phase de transition que traversent les médias aille s'échouer dans une zone de stabilité où on aura compris qu'il n'y a pas de gratuité, comme disait Noël, il n'y a pas de gratuité. Quelqu'un, quelque part, paye. Voilà, paye ou ça meurt. Et donc, que peut-être les gens viendront s'abonner un peu plus sur Internet, un peu plus sur papier. On tient beaucoup papier, nos lecteurs tiennent beaucoup papier, mais en l'occurrence, c'est pas ça. Il faut que globalement,
si un travail qui est fait, si c'est un travail qui sert, qui a une utilité sociale, il faut que ce soit apparent et il faut que ce soit su et que cette solidarité-là, ou cette communauté-là, comme j'appelais tout à l'heure, elle continue à vivre et qu'elle ait cette conscience-là. Voilà notre dilemme de modèle économique aujourd'hui. Donc je vous dis, on n'en est pas encore sorti. Alors vous parliez d'immédiateté au tout début en disant que vous étiez dubitatif sur l'utilité de la presse papier aujourd'hui et que vous pensiez qu'il est important que des médias sur Internet puissent répondre, enfin diffuser immédiatement une contre-information. Nous, c'est vrai qu'on est sur un tout autre modèle, la décroissance, on est un journal de réflexion, d'analyse qui sort tous les mois, donc on n'est pas du tout dans l'immédiateté, on n'a pas de compte Facebook, on n'a pas de compte Twitter. Et on pense que si on veut contester l'emprise qu'ont les médias sur nos vies, il faut aussi se défaire de cette immédiateté, c'est-à-dire sortir un peu la tête de ce flux permanent de tweets, d'images, de vidéos, d'informations qui nous viennent comme ça en permanence et qu'on consomme tous de plus en plus sur nos smartphones, dans tous les lieux. On voit même aujourd'hui des applications qui permettent d'avoir une retransmission en direct des événements, notamment les périscopes, c'est un truc nouveau, ça permet de voir une manifestation dans son fauteuil en regardant comment ça se passe, le gazage des manifestants, enfin bref. Nous on pense qu'il faut sortir au contraire de cette fuite en avant qui détruit l'esprit critique et qu'on a besoin au contraire de prendre du recul, d'avoir des lectures papier, des lectures de livres, des lectures d'articles fouillés qui dépassent un petit peu les formats habituels. Et je pense que c'est ce qui fait le succès aussi d'une certaine presse, enfin de notre journal notamment, mais aussi d'un journal comme Le Monde Diplomatique qui n'est pas du tout dans l'immédiateté, qui propose de la réflexion, de l'analyse de fond et qui trouve des lecteurs. Donc voilà, nous on essaye au contraire de sortir de l'immédiateté. Ensuite, sur le modèle économique, effectivement, on est aussi très précaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop de visibilité, on ne sait pas si dans 2 ans ça existera toujours, peut-être qu'on disparaîtra, enfin on dépend entièrement des ventes et des abonnements, donc tout dépend du lectorat qu'on touche. Pour l'instant ça va pas trop mal, mais voilà, jusque-là ça va bien, et puis après on verra. Donc effectivement ce modèle assez précaire des médias libres, des médias indépendants, nous contraint aussi à ne pas trop surestimer nos forces. On sait qu'on ne va pas rivaliser avec les empires médiatiques actuels qui ont des effectifs beaucoup plus importants que les nôtres. On ne va pas rivaliser avec les empires de Lagardère, de Dassault, de Bouygues, de Drahi, etc. Vous parliez du TCE, madame, je ne sais plus. C'est une question importante parce qu'elle permet aussi de relativiser la toute-puissance qu'on accorde souvent aux médias, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas non plus totalement à absorber, enfin à diffuser l'idéologie qu'ils aimeraient, qu'il y a toujours des résistances au sein du peuple, et qui ne sont pas totalement modelés dans présentation, dans réflexion, et c'est plutôt bon signe quand même de voir qu'on a encore cette capacité à prendre un recul critique. Ensuite, sur la dernière intervention, vous parliez de la dépendance qu'on avait avec nos lecteurs. Alors moi, j'ai tendance à penser que la décroissance, elle est moins forte que dans les médias de masse. C'est-à-dire que nous, on ne court pas à l'audience. Enfin, ce journal a été créé avec un contenu particulier. Ils ne savaient pas trop, quand ils l'ont créé, s'ils allaient trouver suffisamment de lecteurs pour poursuivre. Et puis, il s'avérait que ça parlait à pas mal de monde. Et donc, aujourd'hui, ça continue faire un cas. Mais aujourd'hui, quand je discute avec des journalistes, notamment qui sont dans la presse locale, et qui ont des impératifs de rendement, en fait, il faut notamment sur Internet, c'est bien très envahissant, il faut qu'ils fassent du clic. Donc il faut des sujets les plus cons possibles, les trucs qui font vraiment de l'audimat. Je sais pas, une vidéo complètement débile d'un pigeon en train de manger des frites, ça c'est insolite, ça va faire du clic. Par exemple, j'ai un journaliste qui m'avait expliqué ça, que ça avait très bien marché. Voilà, des sujets un peu bateaux, monter des faits divers un peu sanglants en épingle pour faire du clic. Et j'ai l'impression que cette course à l'audimat, elle est plus présente dans ces médias-là que dans des médias alternatifs qui essayent de tenir une ligne qu'ils ont construite dès le début finalement et de la maintenir sans forcément caresser leur lecteur dans le sens du poil. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire.
Ma première remarque, c'est d'abord de dire que lorsqu'on parle de médias libres, on parle surtout de la liberté de ceux qui les font. C'est-à-dire que c'est ça qui est essentiel, et c'est là où vous en préoccupez beaucoup, et c'est important. Simplement, la liberté de l'usager des médias, on reste souvent dans un rapport encore de consommation, c'est-à-dire acheter ou pas acheter, regarder ou pas regarder, suivre ou ne pas suivre. Le rapport à l'usager est essentiellement dans ce domaine-là. On n'arrive pas à dépasser ce cap-là. Il y a simplement, comme je disais tout à l'heure, en cas d'urgence, en cas de danger, on va faire appel à l'usager pour qu'il finance, pour qu'il fasse des choses. Est-ce que, justement, si on veut avoir des médias différents, une autre relation à l'usager, ce ne serait pas le temps de travailler autrement? Ça suppose aussi, de la part des journalistes, je généralise, mais ce n'est pas le cas, un aspect d'humilité aussi dans le travail qui est fait, parce qu'il y en a marre des journalistes qui nous disent que ce que j'écris, c'est la vérité, ou ce n'est qu'un point de vue. Un journaliste qui vient ici aujourd'hui, qui a décidé de faire un sujet, s'il a envie de descendre ce qui s'y passe, il va filmer des chaises vides, ou un moment où tu ne l'écoutais pas, on t'a fait la remarque, tu n'écoutes pas, un certain nombre de choses comme ça, il va pouvoir faire son reportage pour descendre complètement le débat. Un autre est là, il va prendre un moment où il y a des échanges intéressants avec le public, où les réponses sont pertinentes, et on a pourtant vécu ensemble la même chose. Donc, rappelez que ce que vous faites, ce sont des points de vue, c'est absolument essentiel. Le rapport de confiance, il va s'établir aussi là-dessus. Voilà, principalement. Donc, est-ce que, ma question, elle est là. Est-ce que, enfin, pour changer dans le fonctionnement de nos rapports aux médias pour les usagers, enfin, est-ce que vous allez essayer de trouver des formules qui impliquent différemment les usagers? Parce qu'à chaque fois qu'on fait de la critique, et moi je pense qu'il fait aussi critique par rapport aux médias, que ce soit les médias dominants, que ce soit les médias libres, que ce soit les automédias, il faut être autant critique les uns vis-à-vis des autres, mais quand est-ce qu'on va enfin pouvoir avoir un autre rapport avec vous? Je remercie l'intervention précédente, qui la mienne va un petit peu dans le même sens. Moi, j'aurais aimé, vous n'en avez pas parlé tout à l'heure, que vous puissiez dire deux mots sur le fait que les médias qui ont pignon sur rue reçoivent des subsides de l'État, donc de nos impôts. J'aimerais savoir, en tant qu'usager, en tant que personne qui paie les impôts, j'aimerais savoir aussi si vous avez une petite idée de la répartition de vos lecteurs sur la presse dite actuelle et la presse, on va dire, libre, dans toute qu'elle le soit vraiment. Deuxième partie de ma question. Troisième partie. La répartition de vos lecteurs. Quel pourcentage, si vous voulez? Est-ce que TF1, Le Monde, machin, Figaro, ça représente combien de gens? Et la presse que moi j'appelle libre, ça représente quel pourcentage? Est-ce que vous avez l'idée de ça? Troisièmement, je suis étonnée que vous soyez fait ça. Je suis étonnée que vous n'ayez jamais mentionné d'autres médias. C'est arrivé dans Physique, il y a quelqu'un tout à l'heure parmi vous a mentionné quelqu'un. Je suis étonnée que vous ne soyez que 4. Et je me demande, dans la précarité de vos fonctions, de vos travaux, de votre travail, s'il y a entre vous une coopération ou plutôt une méfiance, voire une compétition, ou voilà, dans quel esprit ça se passe entre vous, considérant que vous êtes précaire, on est bien d'accord. Voilà, Ça rejoint un petit peu la dernière remarque. Donc on aimerait bien vous dire tous, parce qu'il y a des choses toujours très intéressantes dans vos différents journaux, mais on n'a pas le temps. Et c'est vrai que je pense que vous aussi vous participez quelque part au flux important d'informations. Et ensuite, question, là, c'est effectivement tous ces journaux indépendants, est-ce que c'est pas le symptôme effectivement de l'émiettement d'une pensée de gauche non institutionnelle, et quand c'est très gauche et aussi écologique. Donc voilà,
Je pense que ça peut être un symptôme. Une question qui n'a aucun rapport en fait, avec les autres. En fait, moi je m'en fous que, enfin, je trouve ça très bien qu'il y ait plein de trucs entre le papier, internet, pour moi, ou local, national, tout ça se complémentarise. C'est très bien qu'il y ait plein de trucs différents. En fait, la question c'est que moi j'ai bossé pendant un an, on va dire comme technicienne dans une sorte de structure associative en fait, qui avait une télé locale. Donc, moi je faisais pas le contenu rédactionnel, juste la partie technique. Sauf qu'en fait, cette télé associative qui se vendait une télé communautaire, tout ça, elle était mais alors, clientéliste à fond, vraiment clientéliste, parce que les plein de chansons, elle faisait une information soi-disant de quartier citoyenne, mais totalement soumise aux intérêts de la mairie. Et en fait, j'ai l'impression que, parce que du coup, j'étais dans la fédération des télévisions des quartiers, et en fait, dans la télévision des quartiers, bah, en fait, il y avait d'autres télé associatives visiblement qui ont commencé, alors je ne parle pas, c'est pas toutes les télé associatives locales, il y a certains médias locaux qui en fait ont commencé en étant un peu publics, machin, qui sont fait totalement acheter. Et en fait, il y a un moment où j'ai l'impression, mais peut-être je me plante, que les médias dominants, les pouvoirs dominants par exemple, les pouvoirs dominants en fait ils sont aussi en train de voir, tiens, il y a plein de petits médias alternatifs, de gens qui veulent raconter le monde autrement, et qu'en fait ils sont en train de récupérer ces trucs-là. Alors en bousillant les structures en interne pour que ça soit un au détriment des autres qui prennent les pouvoirs, je sais pas comment ils font. Mais par exemple, qu'est-ce que vous faites contre ça par exemple justement? Et par exemple, comment essayer de se faire aussi récupérer sous un couvert citoyenniste par qui? Par exemple pour les médias locaux, pour les télévisions associatives, il y en a plein qui ont été récupérés par la mairie. Avec des subventions de mairie qui faisaient la politique éditoriale. Après, par exemple, il y a certains médias, l'Euralie, par exemple, je crois qu'ils sont de l'Union Européenne, mais ils sont super bien, ils ne sont pas récupérés. C'est assez ambigu en fait. Parce qu'après tout, il y a la thune, le Figaro, il a la thune, le Nouvel Obs, il a la thune de l'État, il en a plein. Du coup, cet argent-là, il devrait aussi être pour les médias alternatifs. Mais alors comment en fait, il faudrait qu'ils aient cet argent, mais qu'en même temps, ils soient indépendants. Je ne sais pas comment ça se passe. Bonjour, je suis désolée parce que j'ai un trou de mémoire, mais je ne dois pas être la seule à l'avoir remarqué. J'étais avant abonné à Alternative économique, Guillaume Duval, j'avais beaucoup de respect pour lui. J'ai été très choquée là, il y a quelques temps, je pense que je ne suis pas la seule à l'avoir. Il a pris une position, Guillaume Duval, d'Alternative économique. Il a pris une position hallucinante, pro-patronale, sidérante. Il y a là, je ne peux pas être la seule à l'avoir vu quand même cette prise de position. C'était tellement choquant et je l'ai dénoncé un peu partout dans mes mailing lists et les contacts que j'ai, j'en ai content pas mal, parce que peu de temps après, j'ai été invitée par la Fondation Copernic dans le cadre de la lutte contre le travail, et il a pris une position, je ne dois pas être la seule quand même, qui était choquante de choquante. Mais dites-nous, c'est laquelle? Il y a beaucoup de questions. Il y a des choses denses là. Pour la première, sur le rapport aux usagers, pour nous à la décroissance, c'est difficile d'avoir, je sais pas, un rapport plus interactif parce qu'en fait on est complètement absorbé dans notre tâche de sortir un journal. Et on est une petite équipe et on n'a absolument pas les moyens de, par exemple, gérer des commentaires sur internet. Ça c'est ce que font beaucoup de médias pour créer de l'interactivité, c'est permettre, je sais pas, créer des forums, des choses comme ça. Nous on n'a pas du tout les moyens de gérer ça. Après on organise des rassemblements, il y a eu des contre-Grenelle, il y a eu un contre-sommet là qui devait avoir lieu contre la COP21 qui finalement a été annulé suite aux attentats. Mais bref, on a aussi des bénévoles qui viennent travailler avec nous régulièrement au sein de la rédaction pour nous aider. Donc voilà, tous les lecteurs qui veulent s'investir dans la vie du journal sont les bienvenus. Mais après, pour créer de l'interactivité avec 15 000 lecteurs, on n'a pas du tout
n'a pas les moyens de le faire, quoi, donc c'est pas fait. Mais par contre, je pense que la question des médias nécessite enfin c'est une question démocratique qui n'est pas du tout effectivement le précaré des journalistes, mais nécessite une lutte politique. Et là on en revient, une personne avait demandé qu'est-ce qu'on représente nous les médias indépendants par rapport aux médias de masse, donc on représente quasiment rien. Évidemment on a quelques milliers de lecteurs seulement, pendant que TF1 en a des millions. Donc on n'a pas du tout l'illusion qu'on lutte à armes égales. Et c'est bien pour ça que la question des médias est une question démocratique fondamentale et qu'il faut revenir, je pense, au programme du Conseil national de la résistance, encore une fois, c'est-à-dire défaire la tutelle qu'a le pouvoir économique sur les médias, faire en sorte que les moyens d'information ne soient pas appropriés par quelques grandes entreprises. Et là-dessus, c'est certainement pas les journalistes qui vont pouvoir gagner cette bataille, mais c'est une bataille démocratique qui nécessite d'investir tout le monde. Après, sur les autres questions, moi, je vais vous passer la réponse. Moi, je vais répondre à la question par rapport au nombre de lecteurs, juste rapidement. Si on prend la presse quotidienne régionale ou la presse papier quotidienne, Ouest France est le titre le plus lu. Donc il y a 800 000 exemplaires par jour, en gros, et un site comme Basta, nous on a presque on a 1,8 million de lecteurs par mois. Donc là la proportion elle est facile à établir. Après si on se compare avec le DIMAP de TF1 ou de France 2, que je ne connais pas, je ne saurais pas vous dire, mais il peut quand même y avoir un rapport de force qui peut être établi au niveau du nombre de lecteurs. Après, sur la répartition des impôts, nous sur notre site, par exemple, tous les médias indépendants sont hyper transparents sur leur financement, donc c'est des informations, c'est tout en accessible sur le site, donc vous pouvez savoir où vont les impôts que vous payez, en tout cas pour Basta, c'est très clair, mais Mediapart fait la même chose, etc. Pour les autres, je voudrais savoir à quelle hauteur et quelle est notre possibilité en tant que citoyen de progresser. Ah ok. Ça je sais pas. Je ne saurais pas vous répondre. Sur le troisième point, parce qu'en fait on va bientôt terminer, si j'aimerais laisser la parole aussi à mes collègues, sur le fait qu'on soit tous en précarité et que donc on doit nécessairement être en compétition les uns avec les autres. Je pense qu'évidemment c'est une option. Mais c'est pas la seule, et nous on est convaincus justement qu'il faut qu'il y ait des vraies convergences qui soient faites et qu'il y ait de la place pour tout le monde et qu'on n'est pas obligé de se bouffer les uns les autres. Et voilà, nous on a mis en place le portail des médias libres pour ça, notamment parce que on pense que c'est important de donner de la visibilité à tous les médias indépendants et qu'en plus certains ont des compétences qu'on n'a pas. Et que nous, étant aussi précaires et étant aussi précaires au niveau du temps qu'on n'a pas, Patrick disait tout à l'heure, on est toujours en tension sur le temps qu'on peut accorder au boulot et l'importance qu'on pourrait accorder théoriquement aux 35 heures par exemple. On a beaucoup de mal à tenir, en tout cas ce qui nous concerne. Et donc, plutôt que de vouloir tous traiter le même sujet en tirant sur nos temps de travail respectifs, on pourrait effectivement valoriser ce que l'autre a pu faire. Donc nous on essaye de faire ça via le portail des médias libres. Et il y a plein de choses qui sont inventées. Vous parliez d'une mauvaise expérience avec Alter Echo, mais nous on a créé un bureau d'investigation avec Alternative Économique où on co-publie des reportages sur Basta et sur Alternative Économique. On s'efforce avec le Ravi à Marseille, l'Âge de Fer, de faire des échanges d'articles justement. C'est des choses qu'on pourrait imaginer de faire des co-reportages, on ne fait pas les co-reportages, pourquoi pas aussi. Je pense que collaborer les uns avec les autres et montrer qu'il y a de la force aussi à travailler les uns avec les autres, ça fait partie des choses qu'on doit mettre en place. Je pense qu'on en est tous quand même convaincus. Le problème qu'on a, c'est qu'on manque de temps parce que mettre en place de la collaboration, ça prend du temps, évidemment, tout le monde le sait ici à Notre-Dame. Parler, échanger, faire des choses ensemble, ça prend plus de temps que de faire des choses chacun dans son coin, mais c'est quelque chose qu'il faut évidemment qu'on arrive à faire. Et ce travail de collaboration, ça se fait avec une organisation, un collectif qui s'appelle la CPML, la Coordination Permanente des Médias. Voilà.
sur le rapport avec aux usagers dont vous parliez. C'est pas très simple. Je rapporte notre petite expérience à Politis. À une époque, on avait décidé d'ouvrir 4 pages du journal à nos lecteurs. Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce que c'est un métier d'écrire, de traiter l'information, etc. Deuxième, alors donc ça, on a avancé assez vite. Deuxième lieu, c'est le courrier des lecteurs. Depuis le début de l'existence de Politis, on a un courrier des lecteurs assez régulier. On publie énormément de choses, c'est-à-dire les gens qui veulent nous casser la figure et les gens qui veulent nous embrasser, dans la limite évidemment où ça comporte un intérêt dans le débat. On a cette relation avec l'électorat, le lectorat, ils nous envoient des courriers au public. Ça n'a rien d'original, le Figaro le fait aussi. Mais on n'est pas le Figaro, on est un média différent. Alors, on change le rapport autant. Les tribunes, on publie beaucoup de tribunes. Vraiment beaucoup de tribunes qui viennent de tous horizons. Et là, vous ne pouvez pas me dire que le Figaro publie les tribunes d'où elles viennent pour leur intérêt intrinsèque. Donc, un partout. Et puis, on a aussi énormément de suggestions d'articles. On a ce lien avec notre public, notre lectorat. Les gens disent, tenez, regardez à tel endroit, ici, la lutte sur un incinérateur, ce serait bien, je vous mets une coupure de journal, etc. Et ça a très fréquemment suscité de notre part des articles. Et puis enfin, le dernier, mais pas le moindre, c'est l'association des amis de Politis, ceux qui ont contribué à le remettre à flot et qui participent. On a un lien tout à fait fort avec cette association. Elle a ses bureaux à l'intérieur de chez nous, à Politis, et on a un flux régulier d'interaction avec ce public-là. Alors, oui, on a essayé d'aller plus loin, mais encore une fois, donnez-nous des idées, tenez, envoyez-les, on verra. Oui, pas de soucis. Ça fait 25 ans que je me balade dessus. Je vais aller vite. Juste sur la question du point de vue, on peut faire croire que Patrick Poivre d'Arvor interviewe Fidel Castro, c'est clair. On peut faire croire n'importe quoi, mais je crois que c'est dangereux. En fait, c'est le mot tabou, la vérité. Mais la vérité, elle peut se construire socialement. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord ici que Notre-Dame-des-Landes, c'est une absurdité? Est-ce que c'est pas une vérité, ça? Pour moi, c'est une vérité. Même si d'autres sont en désaccord, on peut quand même aller vers une certaine forme de vérité. Alors, c'est pas moi qui l'a dit, c'est ensemble, on construit une idée de ce que c'est vivre ensemble. Pour moi, c'est une vérité que construire un aéroport, et j'irai même plus loin, l'avion est une absurdité totale. Et voilà. Là, on ne va pas discuter de la destruction des écosystèmes faite par l'avion et du tourisme de masse qui détruit les populations. Mais, parce que vous vous étonnez. Donc, simplement, je m'étonne. Mon propos, c'est de dire que sur un endroit ou sur des faits, il y a autant de points de vue que de gens qui y sont. Donc tout se vaut. Tous les points de vue se valent. Mais c'est pas ça. Oui, on se comprend mal, mais évidemment, je vous explique qu'on peut très bien le filmer en train de répondre d'une certaine façon, et puis, mais il y a quand même. Pourquoi avoir peur de ce mot vérité? La seule chose que j'ai dit, c'est qu'en tant que journaliste, assumer que le fait de ce que vous faites, c'est un point de vue. Oui, évidemment. C'est jamais fait. C'est un point de vue. Évidemment que c'est un point de vue. Mais alors, nous, juste pour parler de liberté d'usager, on pourrait parler de liberté d'usager, de choisir telle ou telle presse, dès le moment où on pourrait se faire connaître. C'est très très dur de se faire connaître, c'est ça aussi. Quand on est un média libre, engagé, les réseaux sont fermés, évidemment. Ça, c'est un truc dont on essaie de réfléchir avec, quand on parlait tout à l'heure, essayer de se faire capter par France 2 ou quoi, non, ça ne nous intéresse pas. On aimerait bien que ce soit les lecteurs qui fassent un peu la propagande dans le bon sens du terme, qui nous fassent connaître, qui jouent ce rôle essentiel. Donc ça, on aimerait bien faire, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte le temps que ça prend de faire un média libre, quoi. C'est la folie, quoi. Donc on n'a pas beaucoup de temps. Alors comment on passe à récupérer? Peut-être en se disant qu'on risque toujours d'être récupéré. Et peut-être que c'est la meilleure manière, mais on est tous récupérables. Hein.
On espère que non, mais je veux dire, moi je pense pas que je vais récupérer, mais qui sait. Et donc, et je sais plus, l'ensemble des médias, symptôme de l'émiettement d'une pensée gauche institutionnelle, c'était ça. Mais je crois que s'il y a plein de médias qui se créent, c'est parce que les gens en ont marre des médias de masse. Il suffit de se lever le matin, d'écouter chez vous France Inter, chez nous La Première. C'est une horreur, quoi. J'ai envie de péter mon poste, quoi. Je veux rester calme pour mes gosses et tout. Donc voilà pourquoi il y a plein de médias, je crois, qui laissent, et c'est une bonne chose d'un point de vue démocratique, je sais pas. Voilà. Une petite bière ou quoi?